Vous êtes mécontent de votre condition d'ouvrier, j'imagine. Ah hein? oui, c'est que les cadences sont déjà trop forts, les salaires sont pas assez élevés pour ce qu'on travaille. On est des militants syndicaux, je veux dire, c'est rien que ça qu'on a à faire. Ça veut dire c'est une chose qu'on doit faire, je veux dire. Si ça n'avait pas été de l'appui des femmes, des grévistes et des mères, et de l'appui de la population, qu'on aurait perdu cette grève-là. Pour nous rappeler que quand il n'y a pas de lutte collective victorieuse, quand la solidarité n'est pas à l'ordre du jour, c'est pas l'espoir qui prime, c'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. Action en direct, c'est une émission qui traite à chaque 2 semaines d'actualité syndicale, de conditions de travail, de culture et d'histoire militante. Notre objectif est de montrer le point de vue des travailleuses et travailleurs et de discuter d'enjeux qui les concernent directement à travers des chroniques et des entrevues. On ne croit pas à la neutralité. Ainsi, on prend le parti des précaires, des sans-emploi, de celles et ceux qui se font couper et qui sont les premières cibles de l'austérité. On souhaite également montrer comment ces gens s'organisent pour plus de justice sociale. Notre émission vise donc aussi à diffuser les initiatives de syndicats et de groupes politiques et à l'occasion de présenter des capsules sur leur histoire. Action en direct est produite par des membres du syndicat industriel des travailleuses et travailleurs, aussi connu sous son nom anglais, l'IWW, pour Industrial Workers of the World. Il s'agit d'un syndicat qui a fait son apparition aux États-Unis en 1905 et qui misait sur la solidarité de classe en organisant ensemble les travailleuses et travailleurs de différents métiers au sein d'une industrie plutôt que par corporation de métiers comme c'était assez courant à l'époque. Pour donner un exemple concret actuel, il s'agirait d'organiser dans un même syndicat les secrétaires, les concierges et les enseignants-enseignantes d'une école plutôt que de manière isolée selon leur métier. Dès sa fondation, le IWW défend des principes révolutionnaires et anticapitalistes et se distingue des autres syndicats en admettant dans ses rangs les femmes, les immigrés et les afro-américaines américains. Aujourd'hui, le IWW ne fonctionne plus exactement sous la même formule de membership. C'est une organisation syndicale progressiste et de solidarité qui fait de la mobilisation sur le terrain en dehors des voies traditionnelles. On organise nos milieux de travail sur des bases égalitaires et autogestionnaires. On aide des travailleuses et travailleurs à récupérer des salaires volés par leur employeur avec notre campagne Réclame ta paye. On va à la rencontre des employés en lutte dans différents secteurs et on leur apporte du soutien. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue. Vous écoutez l'émission Action en direct, l'émission du 17 décembre, enregistrée en différé en studio. On va commencer par un petit tour de table, notamment de la première partie de l'émission. Vous nous proposez 3 chroniques, chers amis. On va commencer avec toi, Félix, une chronique internationale. Oui, en fait, cette année, on a vu beaucoup de différences, de modifications aux embargos appliqués par les États-Unis sur différents pays, entre autres sur Cuba. L'embargo n'a pas été levé, mais il y a un possible dégel des relations. Superbe, hâte d'entendre ça. Richard, Alexandre, toi, dans ta chronique juridique d'aujourd'hui, donc avec tes petites lunettes de syndicaliste, tu vas nous proposer un bilan, en fait, une rétrospective de l'année. C'est diffamatoire, je porte même pas de lunettes, franchement. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, oui, je vais essayer de vous présenter le plus rapidement possible, mais avec le plus de détails possible aussi, 3 décisions qui, à mon avis, ont vraiment marqué l'univers juridique pour l'année 2015. 3 décisions qui portent d'une part sur le droit du travail et d'autre part sur le droit de manifester.
Et on terminera cette première partie de l'émission avec Camille qui nous fera un retour sur le 1er mai 2015. Oui, exactement. Donc, si on regarde l'année 2015, s'il y a une journée de mobilisation à retenir, disons au Québec, là, c'est définitivement le 1er mai 2015 où il y avait eu plusieurs actions. Donc, je vais vous en parler plus tard. Alors, comme vous le savez, l'émission se déroule habituellement en 3 parties. On a une première partie actualité, dont on vient de faire le tour de table. En deuxième partie d'émission, on recevra plusieurs WOBs, plusieurs militants du IWW, et on discutera un petit peu de notre vision du syndicalisme de solidarité. Et en dernière partie, on accueillera avec plaisir, comme d'habitude, Jean-François et Félix pour leur chronique culture et histoire. Cuba est un pays où presque toute l'industrie, toute la technique et toute la technologie dépendait des États-Unis et des usines des États-Unis. Et changer tout ça, c'est une chose assez difficile. Nous l'avons pu faire. Et depuis cette année, les dernières années, et déjà le blocus est vraiment un échec absolu. On va commencer tout de suite avec le reportage sur l'embargo sur Cuba. Félix, bonjour. On vient d'entendre une entrevue de Ernesto Che Guevara. À l'époque, il était ministre de l'Industrie à Cuba. Il expliquait comment le pays faisait face à l'embargo. Notons que cet embargo est toujours en cours aujourd'hui. Félix, on a assisté cette année à un dégel dans les relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Est-ce que c'est approprié de parler d'une normalisation de ces relations ? Tristan, je pense pas que c'est quelque chose qu'on pourrait dire pour plusieurs raisons. La principale est vraiment que l'embargo qui empêche toute relation économique entre Cuba et les États-Unis est vraiment toujours en cours. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer l'origine de cet embargo-là ? Avec plaisir. Pour expliquer ça, il faut vraiment remonter jusqu'à la Révolution et à ce qui a causé cette révolution-là. Dans la première moitié du 20e siècle, Cuba était vraiment ce qu'on appelait une république de bananes couramment. C'est-à-dire que l'île était peu industrialisée, la plupart des exploitations cubaines étaient de propriété américaine. Et donc, finalement, le terme république de bananes, ça vient des compagnies comme la United Fruit Company, qui était une exploitation fruitière, qui était sur l'île et dans d'autres pays latino-américains, qui était très lié aux dictateurs sud-américains. Eux autres réprimaient violemment tous les mouvements de travailleurs ou de paysans, des grèves, qui tentaient d'améliorer leurs conditions de travail ou de salaire. Par exemple, pour donner une image illustrant bien les relations entre Cuba et les États-Unis, 73% des exportations cubaines allaient à leurs voisins du Nord et 70% de leurs importations en venaient. D'accord. Mais alors, comment ça se passe, la transition d'une économie qui était presque exclusivement liée aux Américains à un embargo total? Comment ça s'est déroulé? En fait, lorsque les troupes de Fidel Castro sont entrées à La Havane puis que le dictateur pro-américain Fulgencio Batista a pris la fuite, le nouveau gouvernement a pris une position radicalement opposée à celle de son prédécesseur. Par exemple, il a mis en place une réforme agraire qui a limité la taille que pouvaient prendre les propriétés foncières à un certain nombre d'hectares. Et ça a eu pour impact concret qu'il y a eu des mobilisations d'agriculteurs et de travailleurs qui ont confisqué toutes les propriétés qui excédaient cette limite-là, s'y inclut des propriétés américaines comme celle de la United Fruit Company. Est-ce qu'on peut dire que ces mobilisations étaient motivées principalement par une opposition à l'impérialisme américain? C'est effectivement une grande partie de la chose, mais c'est pas seulement ça. Parallèlement au caractère anticolonialiste des réformes, la révolution est résolument communiste, et c'est principalement ça qui va déranger les États-Unis. Dans la première déclaration de La Havane, une assemblée générale de centaines de milliers de personnes à La Havane a décidé de mettre fin à la domination militaire des États-Unis sur le pays, d'accepter l'aide économique de la Russie et de la Chine, d'établir des relations avec la République populaire de Chine, et donc de mettre fin à ses relations avec Taïwan, et d'appeler les peuples latino-américains à se mobiliser comme eux autres l'ont fait. Puis John F. Kennedy, qui était président américain à cette époque-là, pouvait pas supporter l'exemple d'un régime communiste dans sa propre cour arrière. On sait, la côte de Cuba est à quelques milles seulement de celle de la Floride. Et c'est ça qui va le pousser, lui, comme ses successeurs, à tenter de renverser le régime. En 1962, il décrète la fin des relations économiques entre les États-Unis et Cuba, et c'est l'embargo. La situation dure maintenant depuis 53 ans, donc.
Et ça a affecté Cuba de quelle façon? Dans son entrevue qu'on a entendu tantôt, Che Guevara semblait dire que Cuba avait plutôt réussi à pallier aux effets du blocus. Ben effectivement, sur le moment même du blocus, Cuba a réussi à survivre en transférant les échanges que le pays avait, notamment au niveau du sucre, avec les États-Unis, vers les républiques socialistes d'Europe de l'Est et vers l'Union soviétique. Ils ont réussi à obtenir des parties pour leurs usines là-bas. Par contre, lorsque l'URSS s'est disloquée et que les régimes communistes d'Europe ont tous chuté, Cuba est entré dans ce qui a été appelé la période spéciale où le pays a dû vivre en quasi-autarcie avec presque pas d'échanges extérieurs. Et c'est quoi l'effet concret que peut avoir aujourd'hui l'embargo sur Cuba? Ben, je vais donner un exemple concret réel que j'ai tiré du Monde diplomatique, un article qui traitait de la possible fin de l'embargo cette année. Comme tu le sais possiblement, le système médical cubain traite des patients de partout dans le monde, particulièrement venant de pays opprimés. Un de ces programmes-là, qui traitait des maladies oculaires, le programme Miracle, faisait affaire avec une compagnie aérienne espagnole, Hola Airlines. Lorsque la ligne a voulu faire des réparations par une compagnie américaine, elle a dû mettre fin à son contrat avec Cuba sur les ordres de Washington. Carrément, ça venait de la Maison-Blanche. L'ironie, c'est que l'embargo, qui a été décrété soi-disant au nom des droits humains contre la dictature sur l'île de Cuba, a empêché de soigner des êtres humains bien réels et souffrants. On comprend donc qu'en fait, les motivations pour les États-Unis de continuer l'embargo n'ont pour but que d'étendre la domination de l'impérialisme américain aux dépens de vrais droits humains. Et en ce qu'il en est donc de la réouverture des canaux diplomatiques entre Cuba et les États-Unis, qui a été annoncée en grande pompe cette année, est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? Ben, même si c'est quelque chose qu'il faut célébrer, selon moi, ça ne signifie pas une modification de la perspective du gouvernement américain, de leurs objectifs, finalement. C'est simplement un changement dans les tactiques. On peut comprendre la perspective d'Obama à la lumière de d'un article qu'il y avait dans le New York Times en 2014, qui appelait à la fin de l'embargo carrément. Et on sait que le New York Times, c'est pas des révolutionnaires communistes, là. Ils ont publié un éditorial qui appelait à la fin de l'embargo, pas parce que c'était une mauvaise chose de couper les vivres à l'île, mais parce que c'était, selon eux, une manière plus efficace pour faire tomber le gouvernement en place. Merci beaucoup Félix, on va suivre le dossier avec intérêt, autant du côté des actions des États-Unis que de Cuba. Merci pour ta chronique Travailleurs et travailleuses du monde. Ça fait plaisir, Tristan. On continue avec la désormais fameuse chronique juridique de Richard Alexandre. Richard Alexandre, bonjour. La pression est ma foi extrême aujourd'hui. Bon matin, chers auditeurs et auditrices. Donc aujourd'hui, j'ai tenté de faire l'impossible, c'est-à-dire une chronique juridique qui aura pour objectif de faire un récapitulatif de l'année 2015 d'un point de vue juridique. La question que je me pose est assez simple, c'est à savoir est-ce que c'est une grandiose cuvée ou plutôt des cadeaux empoisonnés? Donc, la première décision que je vais étudier avec vous est Saskatchewan Federation of Labour contre Canada, qui a été rendue le 30 janvier 2015 par la Cour suprême du Canada. Elle est super importante, cette décision, tout simplement parce que c'est la première fois que l'on reconnaît que le droit de faire la grève est constitutionnel. Les faits de cette affaire sont assez simples. Le 14 mai 2008, l'Assemblée législative de la Saskatchewan a adopté une loi limitant le droit de grève des fonctionnaires provinciaux dont les tâches sont considérées comme des services essentiels. Par exemple, dans les hôpitaux, des fois aussi dans la fonction publique, par exemple la voirie, etc. Donc, pour les personnes qui travaillent dans les services essentiels, il devient impossible, illégal de faire la grève. Donc, dans cette décision, la Cour suprême du Canada a déclaré finalement que cette loi était invalide car elle portait atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême a interprété le droit de faire la grève comme étant intégré au droit à la liberté d'association qui est énoncé, lui, à l'article 2 de la Charte canadienne. Pour la juge Abella, sans le droit de grève, le droit constitutionnel de négocier collectivement perd tout son sens, qu'elle dit. Il permet aux travailleurs et aux travailleuses de s'unir pour participer directement au processus de détermination de leur salaire, de leurs conditions de travail et des règles qui régiront leur vie professionnelle. Pour la Cour suprême, la grève se veut une affirmation de la dignité et de l'autonomie personnelle des salariés. Son application ne peut qu'être limitée dans le cadre raisonnable d'une société dite libre et démocratique. La deuxième décision analysée est celle rendue le 9 février 2015 par le juge Randall Richmond de la Cour municipale de Montréal. Les faits de cette affaire sont aussi assez simples. Le 22 mars 2013, 245 personnes ont été arrêtées en vertu du règlement P6 qui limite le droit de tenir des manifestations sur l'île de Montréal. Elles ont reçu une contravention pour avoir enfreint l'article 2.1 qui oblige de divulguer l'itinéraire d'une manifestation.
Dans sa décision, le juge Richmond a décidé de faire tomber les contraventions pour diverses raisons. D'une part, le juge a convenu que l'article 2.1, donc celui en vertu duquel a été émis la contravention, ne fait que créer l'obligation de divulguer sans interdire la participation à une manifestation dont l'itinéraire n'aurait pas été annoncé. Ce qui fait en sorte que les 245 personnes qui participaient n'étaient pas coupables de ne pas avoir divulgué à proprement dit. Aussi, le juge conclut que les agents du SPVM ont eux-mêmes violé la loi car ils ont falsifié les constats d'infraction. En les signant, les agents attestaient sous serment avoir été témoins des agissements prétendument illégaux, alors que plusieurs des contraventions avaient été signées par des agents qui ne se trouvaient pas sur place au moment des manifestations. Donc, signent, attestent, mais finalement n'étaient pas là, ce qui est un mensonge. Les conséquences de cette décision furent majeures, car ce sont 2000 poursuites en vertu du même règlement qui ont été finalement abandonnées par la Ville de Montréal. Troisième décision, le marathon continue. 12 novembre 2015, après plus de 4 ans de lutte juridique, le juge Guy Cournoyer de la Cour supérieure a donné raison à des manifestants et des manifestantes qui contestaient la validité constitutionnelle de l'article 500.1 du Code de la sécurité routière. Ces personnes avaient été arrêtées le 15 mars 2011 lors de la manifestation annuelle contre la brutalité policière, car elles avaient entravé la voie publique dans une action concertée, sans autorisation préalable d'une autorité publique. Le juge conclut finalement que sous sa forme actuelle, l'article 500.1 brime le droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique, tous deux prévus dans la Charte canadienne des droits et libertés, et que cette atteinte ne peut se justifier dans le cadre d'une société dite libre et démocratique. Pour en arriver à cette conclusion, le juge Cournoyer a reconnu que le droit de manifester était protégé par la Charte canadienne des droits et libertés, en soulignant, et je cite, que l'importance de la manifestation découle de l'absence de moyens efficaces pour se faire entendre. Toutefois, ce n'est pas l'atteinte au droit de manifester à proprement dit qui a mené à l'invalidation de l'article 500.1. Il s'agit plutôt du fait que sous sa forme actuelle, il donne l'article 500.1 un pouvoir arbitraire et absolu aux forces policières pour autoriser la tenue d'une manifestation. C'est inconstitutionnel. Ce qui est donc inconstitutionnel dans l'article 500.1 est l'absence d'encadrement légal du pouvoir d'autorisation et discrétionnaire des manifestations détenues par les forces policières. Encore une fois, ce sont plus d'un millier de personnes qui ont vu leur poursuite interrompue suite à cette décision. Maintenant, et pour terminer, quelques critiques à énoncer. En général, tous ces jugements ont une chose en commun. Entre les faits à leur origine et les décisions, au moins 3 années se sont écoulées. Ce sont des délais qui sont majeurs. Ainsi, si on se fie qu'au pouvoir des tribunaux afin de faire valoir une revendication, il existe un risque important de démobilisation au fil du temps. Ensuite, les exigences du système juridique sont telles qu'on ne peut faire abstraction de l'investissement majeur en argent et en temps que représente la défense d'une cause dans les tribunaux. Finalement, et plus fondamentalement, je crois qu'il faut être lucide quant au potentiel transformateur de ces décisions. Chacune des 3 amène des conséquences qui sont positives à court terme, que ce soit de limiter les atteintes au droit de faire la grève ou de manifester. Mais dans les 3 cas, on doit aussi se poser des questions plus fondamentales. Qu'est-ce qui est reconnu? Est-ce le droit de faire des grèves sauvages hors des périodes de convention collective? Est-ce le droit d'organiser des manifestations spontanées et perturbatrices sans même avoir averti les autorités politiques? Dans les 2 cas, je ne le crois pas. Car le droit a d'abord pour fonction sociale de reproduire le statu quo, pour s'assurer que le capitalisme continue à exploiter, que les boss continuent à s'enrichir et que les élites continuent à dominer. Des fois, le droit nous laisse des petites fenêtres d'opportunité, mais celles-ci ne sont jamais très larges. Alors, la question qui tue, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Merci beaucoup Richard, je ne vais pas y répondre, mais te citer, lors de la dernière émission, tu nous disais avec une terrible justesse que le droit, selon toi, pouvait être considéré éventuellement comme un bouclier, mais jamais comme une arme. Effectivement, et je pense qu'on peut le voir avec, entre autres, la décision 500.1 où non seulement on a voulu défendre des personnes qui ont été arrêtées lors de la manifestation du 15 mars 2011, mais on a voulu aussi pousser encore plus loin en faisant reconnaître l'existence du droit constitutionnel de manifester. Or, la conséquence a été, à mon avis, d'une certaine façon dramatique parce que non, oui, on l'a reconnu, mais en même temps, on est venu dire qu'une limite raisonnable au droit de manifester serait le fait de prévoir un régime d'autorisation des manifestations qui pourrait impliquer la divulgation de l'itinéraire. Donc, d'un côté, on a obtenu un gain, mais de l'autre côté, je crois que les pertes furent majeures. Donc la réponse à ta question, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle, pourrait être un gros oui, mais. Effectivement, et le mais serait probablement en gras, en italique, en souligné et tout le kit. Merci beaucoup Richard Alexandre pour cette chronique juridique. On va faire le lien entre le papier et la rue avec Camille qui nous propose un retour sur le 1er mai 2015, journée miraculeuse et mythique.
On est ici, le IWW Montréal, en soutien avec les employés de Radio-Canada qui se font couper, comme tout le reste des gens, des services publics, des services essentiels au Québec en ce moment. Alors on est ici en solidarité, on est aussi ici pour lancer le 1er mai qui est demain, qui est la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Solidarité, puis merci à tout le monde d'être venu. C'est le début. Bonjour, je me présente en appui avec IWW, c'est travailleurs des forces. Ici, Radio-Canada, puis comme les employés des forces sont des services publics que les gouvernements veulent couper, tout ce qu'ils veulent, c'est que le privé prenne la place sur tous les terrains. Et nous autres, ici, on est aujourd'hui pour préparer le 1er mai demain. On va tous être dans la rue, à différents endroits. Oui, donc on vient tout juste d'entendre un extrait d'une mobilisation qu'il y avait eu devant la tour de Radio-Canada, donc la veille du 1er mai. C'est une action de solidarité envers les travailleuses et travailleuses de la tour Radio-Canada qui se faisait en ce moment couper par le gouvernement conservateur. Donc, rappelons que le 1er mai dernier, il y avait eu une grève sociale comme on en a rarement vu dans l'histoire du Québec. À cette occasion, il y avait eu 35 syndicats, donc 15 000 travailleuses et travailleurs, 18 associations étudiantes, donc 40 000 personnes, et 300 groupes communautaires qui ont débrayé afin de contester, entre autres, les différentes mesures d'austérité qui s'abattaient sur les services publics. J'ai rencontré cette semaine Julien, un membre des IWW, qui a bien voulu m'expliquer comment cette grève s'était préparée. Alors, justement, pour qu'il y ait un tel débrayage, j'imagine que cette grève s'est organisée, elle était prévue depuis longtemps. Mais en fait, ça faisait plus d'1 an que ça se discutait. Le projet d'une coalition du 1er mai 2015 a été proposé à la IWW au printemps 2014 dans le but de mobiliser contre l'austérité en choisissant une date avec une forte connotation symbolique. Donc, rappelons que ça fait plusieurs décennies que le 1er mai est célébré comme la fête internationale des travailleuses et travailleurs. Dans les dernières années, le 1er mai a surtout été ponctué de parades syndicales et de coups d'éclat lors de la manifestation anticapitaliste, qui est notamment organisée par la CLAQ. Donc, l'appel large a été lancé à la fin du mois de juillet 2014 et en novembre, un premier congrès avait lieu afin de coaliser les différents groupes. En février 2015, un deuxième congrès a eu lieu et finalement, 2 semaines avant le 1er mai, il y a eu une assemblée publique. En parallèle, il y a aussi eu de l'affichage, différentes actions de solidarité et de visibilité. Donc, j'en ai parlé d'une qui avait eu lieu devant Radio-Canada plus tôt. Et évidemment, des liens qui ont été faits avec les syndicats et les groupes communautaires. Alors, cette journée de mobilisation du 1er mai, elle s'inscrivait, il me semble, dans un climat social et politique particulier. Oui, donc au printemps dernier, plusieurs syndicats de travailleuses et travailleurs du secteur public entamaient leurs négociations avec le gouvernement. Il y avait aussi eu tout le mouvement Printemps 2015 qui visait à organiser une grève sociale, donc syndicale et étudiante contre l'austérité et contre les hydrocarbures. Bien que cette grève-là n'a pas eu la portée aussi large que souhaité, elle a quand même permis d'établir, disons, un climat de contestation sociale qui a bien mis la table pour le 1er mai 2015. En parlant des syndicats, on se rappelle que certains ont adopté des mandats de grève qui ont été considérés comme illégaux. Oui, comme j'ai dit plus tôt, 35 syndicats, surtout issus du milieu de l'éducation, ont débrayé pour le 1er mai, bien qu'en vertu du Code du travail, ils n'avaient pas le droit d'être en grève. Les enjeux entourant cette forme de désobéissance civile ont d'ailleurs été soulevés dans les assemblées syndicales et les travailleuses et travailleurs ont quand même décidé de défier la loi, malgré là, que les centrales syndicales aient appelé à ne pas défier cette loi-là la veille du 1er mai. Au niveau du communautaire, c'était aussi une forme de défiance parce que, toujours en vertu du Code du travail, seuls les employés membres d'un syndicat peuvent exercer un droit de grève et ce, dans des courtes périodes de négociation assez encadrées. Donc, plusieurs travailleuses et travailleurs du milieu communautaire n'étant pas syndiqués, c'était également une forme de grève qui était assez innovatrice. Sur le terrain, au niveau de la journée du 1er mai, ça ressemblait à quoi?
Mais disons que c'est pratiquement du jamais vu en termes d'intensité et de diversité de la mobilisation. Il y a eu des actions dès l'aube jusqu'à tard en soirée. Très tôt le matin à Montréal, il y avait eu le blocage du chantier du CHUM qui avait été organisé par différents syndicats et plusieurs actions de perturbation en avant-midi. Dans pratiquement tous les quartiers de Montréal, il y a eu différentes manifestations et des actions qui ont été organisées, ainsi que plusieurs lignes de piquetage. Et ça se passait pas seulement à Montréal. Dans toutes les régions du Québec, il y a eu des rassemblements, des manifestations, des blocages d'autoroutes, des occupations. À chaque heure, il y avait des dizaines de mobilisations partout dans la province. Donc, dans les médias, à ce moment-là, on ne parlait pratiquement que des différentes actions qui avaient lieu pour le 1er mai. Pour terminer, est-ce qu'on peut dire que le 1er mai a été un succès? C'est certain que la journée du 1er mai 2015 va passer à l'histoire, tant en quantité d'actions qu'en intensité, qu'en combativité, qu'en visibilité et qu'en diversité. Ça a aussi permis, par la campagne, donc à la IWW, de gagner de la visibilité et de faire également des liens avec les syndicats et avec les groupes communautaires. Mais merci beaucoup Camille, je pense qu'il ne tient plus qu'à nous de faire de cette journée exceptionnelle une tradition. Tout à fait. On se quitte quelques instants pour une pause musicale, ce sera Corias avec la tune qui vient de sortir, Zombies. Microphone checker, Corey Hart est drette là. Tout le game est messed up, dead from the neck up. Swag, faggot, trap gods, hashtag get lost. Plus de underage dans les choses que dans un sweatshop. J'run sur la main avec l'adrénaline de rocker. Sable dans la main pendant que j'décapite des walkers. J'cours dans le street à pleine jambes avec une coupe de mes garnements. Là pour chercher le beef et faire du trouble devant le parlement. T'es lame kid, t'as pas de brain bitch, read a book. Toujours marcher dans mon propre chemin au lieu de suivre le groupe. Another J said. Rien bande de cave, il est rendu brain dead, embarré dans ma vieille shed. Il essaie de me voir à terre à coups de taser gun. Faut que je me téléporte, see you later chum. J'ai des zombies à mes trousses, man, il faut que je run. Yo, j'ai un truck volley puis un shotgun. Burning fire dans un cocktail molotov. J'ai des zombies à mes trousses, I gotta run. J'ai des zombies à mes trousses, I gotta run. Running for my life, j'essaie de me sauver la peau. Everybody hit the floor, it's gonna blow. J'arrive kick in the door, won't take it anymore, nah. No. 1, 2, 1, 2. Essaye même pas de suivre le crew, t'es pas cool comme nous. T'as pas les couilles pour stepper devant des foules comme nous. Enlève ton fucking bucket hat, t'es pas schoolboy Q. La politique c'est mort, j'rentre dans le parlement puis je les kick dehors. J'espile le gaz sur les flammes puis partir un brawl. Un gros shout-out à ma génération, watatatao. Michel Couillard over Philippe Couillard. There's no one I can trust, I don't give a fuck. J'ai brûlé tous mes espoirs dans un cocktail molotov. On sait que l'amour est remplacé par le ammo et les guns. Mais la fleur de lys laisser place au drapeau des États, so fuck em all. Gang de zombies pour le money dans leur poche. Faudrait voler tous les coffres et burn le money dans un tas, les gars. J'ai rien à perdre, that I'm getting paid. Parce que anyway, tu sais qu'on va tout écoper, pick-upper, right? J'ai un truck volley puis un shotgun. Burning fire dans un cocktail molotov. J'ai des zombies à mes trousses, I gotta run. J'ai des zombies à mes trousses, I gotta run. Running for my life, j'essaie de me sauver la peau. Everybody hit the floor, it's gonna blow. J'arrive kick in the door, won't take it anymore, nah. No. J'suis obligé d'effacer mes pistes pour qu'ils me follow pas. Ils font leurs bitches pour des clics puis des followers. Les gars sur Twitter me traitent de dick parce que je les follow pas. But I'd rather be a dick than a swallower. Sont rendus brainless, brain dead, stupid on the mic. J'ai des zombies à mes trous, j'essaie de leur shooter dans la tête. Ils essaient de me bouffer alive, veulent se nourrir dans ma chair. Ils essaient de bouffer mon brain, veulent se nourrir dans ma tête. Ah, c'est nous qui étions devant chez vous pendant la grève pour réveiller les moutons comme le rooster dans la ferme. Ah, je vais kill les zombies même tout seul dans la foule jusqu'à temps que le dictateur finisse à genoux devant la plèbe. Run for your life. Run for your life. Run for your life.
Vous écoutez toujours l'émission Action en direct enregistrée dans les studios de Radio Centre-Ville. On vient d'écouter la tune Zombies de Corias. Et puis on part sur un deuxième segment aujourd'hui pour célébrer un petit peu cette fin d'année 2015. Je vous propose un tour de table sur le syndicalisme de solidarité. Alors aujourd'hui c'est une émission en famille puisqu'autour de la table et à la régie nous sommes tous et toutes des membres de la branche de Montréal du SITT IWW. Et puis au IWW nous pratiquons le syndicalisme de solidarité. On n'est pas les seuls évidemment à être dans cette démarche, ni les premiers ni les derniers. Néanmoins on pourrait peut-être commencer par discuter de ce qui rend notre organisation originale. Je vais commencer afin de lancer la discussion. Moi, ce que j'aime dans notre approche, c'est qu'on appartient à une organisation internationale présente dans plusieurs dizaines de pays. Et c'est vraiment exaltant et rassurant à la fois, je trouve, de recevoir régulièrement des nouvelles de nos camarades de Grèce, de Hong Kong ou encore d'Islande, où il faut savoir que nous avons une branche très active qui aide par exemple à la formation des travailleuses et des travailleurs migrants. Alors je vais commencer avec une première question. C'est quoi pour vous qui fait l'originalité de notre démarche, si vous voulez intervenir ? Moi, je dirais que l'originalité de notre démarche, c'est qu'on est premièrement des travailleurs de plusieurs domaines différents et on se rejoint dans un syndicat qui est plus que juste un syndicat. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises à d'autres membres, pour moi, c'est comme une deuxième famille parce que c'est un support plus que juste syndical et officiel. C'est un support moral qui est offert au sein de ces syndicats-là. Merci Félix. Moi, ce que je trouve qui fait la particularité de l'IWW, c'est qu'il n'y a pas de corporatisme vraiment dans ce syndicat-là, au sens où on va pas discriminer quelque lutte que ce soit. S'il y a des travailleurs qui sont en grève ou en lock-out, on s'en va sur leur ligne de piquetage, on leur apporte notre soutien, on s'en va les aider, peu importe à quelle affiliation ils sont. C'est pas important pour nous autres. Nous, on veut voir les travailleurs qui sont en lutte. Et aussi, même chose pour des réclames ta paye. Ça, c'est une démarche qu'on a pour des travailleurs qui ont un problème où leur patron ne les paye pas. Et on s'en va sur leur milieu de travail. On les aide de la manière qu'ils veulent. On les accompagne dans la démarche pour s'assurer qu'ils... Oui, comme tu le disais, c'est vrai que d'une part, on peut dire qu'on est le syndicat du monde qui n'a pas de syndicat. Puis on est aussi une organisation qui pratique la solidarité. Il y a eu plusieurs exemples cette année, même plus que plusieurs. Je pense notamment, j'avais une question à te poser, Adam qui est avec nous en studio. Cette année, c'était en janvier passé, janvier 2015. On s'est rendu avec plusieurs personnes du comité Solidarité à Saint-Jérôme auprès des employés de l'entreprise Mueller Canada qui fermait. Oui, absolument. C'est sous les moins 20 degrés à l'usine Mueller à Saint-Jérôme. Il y a eu un conflit. En fait, l'usine a fermé. Les travailleurs ont été avertis comme après les décisions du patronat. Donc, ils se sont retrouvés à la rue là, peu avant les fêtes. C'était assez dramatique. Là. Nous, on est allés en soutien avec eux sur leur ligne de piquetage directement à Saint-Jérôme. On était près d'une dizaine. C'était bien, il y avait un autobus chauffé, fourni par la grosse centrale syndicale, c'était superbe. Mais nous, on est allés en soutien avec eux, puis on a même eu la chance d'avoir la visite de PKP qui est venu prendre des photos et passer dans le journal local la semaine suivante. Mais je précise qu'on ne lui a pas offert de café. Absolument pas. Par rapport à ça, c'est vrai qu'on peut se demander, dans ce genre de contexte-là, qu'est-ce que ça change d'apporter notre solidarité ? C'est sûr que concrètement, Mueller Canada n'a pas réouvert, ils n'ont pas retrouvé... Ils ont choisi, comme je le disais dans ma chronique, dans la dernière émission, ils ont choisi d'emprunter la voie plus légale, de trouver un repreneur. Ça n'a pas marché, mais on peut imaginer que 10 personnes qui arrivent de Montréal, un 15 janvier, à moins 20 degrés, plusieurs jours de suite, ça peut faire chaud au cœur. Puis c'est ça aussi la solidarité de classe. Oui, absolument, exactement. Alors, il y a d'autres exemples. Félix, tu parlais des réclames ta paye. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait nous en dire un petit peu plus sur notre initiative de solidarité, les réclames ta paye, qui est une campagne qui a lieu depuis 3 ans déjà. Et je pense qu'on en a remporté une dizaine à date. Est-ce que quelqu'un aimerait nous résumer un peu comment ça fonctionne ? En général, le réclame ta paye, c'est une initiative créée par le syndicat pour, comme disait Félix,
pour aider les travailleurs qui se font flouer par leur employeur et pour leur permettre de récupérer cet argent et d'obtenir ce à quoi ils ont le droit, en fait. Mais très concrètement, si je peux ajouter un petit élément là-dessus, c'est que c'est ça, on est contacté par des personnes qui souvent n'ont pas de syndicat, ont de la difficulté à se faire payer. C'est pas toujours des sommes énormes, parfois c'est des sommes qui peuvent être considérées comme symboliques, d'autres fois on parle de plusieurs milliers de dollars. Et puis nous, alors ça va aussi être très souvent des travailleurs-travailleuses qui sont en situation précaire. Ça peut être des personnes qui sont étrangères, ça peut être aussi souvent des femmes, ça peut être des personnes qui travaillent dans des milieux où le turnover est très, ou disons le roulement est très très important. Je parle du milieu de la restauration, on a souvent affaire à des boulangeries, des bars, des tavernes, des crèmeries, etc., etc. Et puis on propose avec ces personnes-là, en collaboration avec elles, un échéancier, des moyens de pression qui augmentent. On met la pression de façon tout à fait sympathique, mais en colère sur l'employeur. Et dans, disons, 80% des cas, on récupère la somme due. Et puis je dirais que dans le 20% restant, on a quand même eu l'opportunité de faire chier un patron, ce qui n'est jamais une expérience perdue. Tu voulais intervenir, Adam ? Non, mais c'est ça. C'est de dire, dans le fond, que l'action directe, ça paye. Puis, faut pas reculer devant les patrons comme ça qui savent qu'ils peuvent flouer souvent des travailleurs précaires ou des travailleurs, bref, à salaire minimum. C'est important de dénoncer ça, c'est important de s'organiser face à ça. C'est nos droits. Puis faut se rappeler que l'action directe, c'est vraiment c'est la solution dans ce cas-ci. Le Réclame ta paye a fait ses preuves. Puis c'est important. Là, On continue, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes avec votre employeur. La branche montréalaise sera heureuse de vous venir en aide. Félix ? Je voulais simplement dire, au sujet de l'action directe, un autre des points positifs de cette méthode d'action, c'est que par rapport à, par exemple, une perspective légaliste de dire on va poursuivre le patron et essayer d'avoir un avocat qui va être meilleur que le sien, l'action directe va redonner confiance aux travailleurs, va donner une certaine confiance en soi qui va leur permettre d'être plus forts dans des luttes ultérieures. Et je pense que c'est ça le meilleur point de l'action directe. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de cette confiance personnelle, en tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai retrouvé ce qu'on pourrait appeler une conscience de classe. L'impression que, d'une part, je suis pas tout seul, d'autre part, on peut se battre et gagner, que les luttes sont pas individuelles, comme veut nous le faire croire le néolibéralisme depuis les années 90, qu'on n'est pas des auto-entrepreneurs, qu'on n'est pas des entreprises. On est un groupe social, on est les fourmis, puis c'est nous qui construisons le monde, et on a le droit à notre juste part. Puis j'avais une petite question pour Colline, qui est en studio aussi avec nous. Colline, si je dis pas de bêtises, toi tu nous as rejoint à peu près pendant la période du 1er mai. C'est un peu ce que tu me confiais hors micro tantôt, c'est que c'était tes débuts dans le militantisme, puis dans le syndicalisme aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes impressions ? Qu'est-ce que c'est le syndicalisme pour toi, puis qu'est-ce qu'on fait qui t'intéresse au IWW Montréal ? En fait, moi, j'ai commencé à connaître le IWW lors d'une action, en fait, d'une occupation de poste à Laval, où j'y suis arrivée vraiment par hasard, où on m'avait conviée à cet événement-là, et puis donc on est allé occuper un bureau de poste parce qu'en soutien aux facteurs factrices et aux postés postières qui se faisaient couper à ce moment-là. Et ce qui est sorti de cette journée-là, c'est vraiment la solidarité, non seulement entre les membres du GWW, mais aussi avec tous les employés du bureau de poste qui étaient si heureux qu'on puisse occuper leur bureau et en fait leur donner une voix à ce moment-là, parce qu'eux n'avaient pas le droit de revendiquer, n'avaient pas le droit de dire quoi que ce soit. Même d'ailleurs, quand on était sur place, il y avait des boss qui leur disaient de pas nous parler parce que sinon ils allaient avoir des conséquences jusque sur leur paie. Donc c'était quand même assez intense à ce niveau-là. Mais vraiment, ce qui est sorti de cette journée-là, c'était toute la solidarité entre les membres et les non-membres comme moi qui étaient sur place. Et on était tout de suite bienvenus. Puis tout de suite, c'est ça, rejoindre cette espèce de grande famille qui était les Webs et puis faire quelque chose de concret physiquement pour faire avancer les choses, pour montrer notre soutien, puis aussi faire quelque chose, quoi. Mais ce qui me plaît particulièrement chez les Webs aussi, c'est que
Donc les WOBS étant les membres du WW. C'est le petit surnom. C'est le petit surnom. Voilà. Ce qui me plaît particulièrement, c'est aussi que on essaye, enfin pas qu'on essaye, c'est on pratique la démocratie directe et tout est à l'horizontale, c'est-à-dire que tout le monde est sur le même pied d'égalité. On essaye aussi d'avoir une vision féministe dans le syndicalisme et d'avoir l'égalité homme-femme, que ce soit dans les rôles, dans les actions, dans les paroles même, d'essayer même jusqu'à féminiser tous nos propos, on se oublie pas. Et puis je trouve ça aussi très agréable de pouvoir avoir une voix et de pas me sentir écrasée, intimidée par même si pour l'instant c'est majoritairement masculin, on y arrive et puis on se crée des comités femmes et on se crée. Je trouve ça très intéressant de pouvoir créer aussi à l'intérieur des WOBS et pouvoir faire partie de la construction finalement du syndicat à part entière. La construction du syndicat, puis aussi la construction, j'ai l'impression, de la société qu'on veut. En fait, Félix. Et puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que chaque nouveau membre se voit accueilli à bras ouverts. On essaie d'inclure tout le monde. On est là comme un support social. C'est ça, en fait, l'IWW. Merci Félix. Moi, je vais rebondir sur ce que tu disais en réponse à Colline, puis après, je poserai une petite question à Adam. Je trouve ça intéressant, ce que tu disais, Colline, oui, qu'effectivement, on se dote, comme tu disais, de comités femmes, dont je ne fais pas partie, mais qui nous proposent des formations. On a aussi des formations... On a des formations sur les relations interpersonnelles, mais aussi sur les relations au sein de notre lieu de travail. On a plein de formations qui nous sont proposées. Moi, je m'enrichis énormément. C'est vraiment pas la partie folklorique qui m'intéresse, moi, dans le syndicat. C'est tout ce que j'y apprends en collaboration avec d'autres personnes qui viennent, comme vous le disiez aussi, de milieux de travail très, très différents. On a du monde des postes, de la construction, des pompiers. On a des restaurateurs, des boulangers, des boulangères, etc., etc. Je voulais poser une petite question à Adam aussi. Il me semble que je t'ai aperçu la semaine passée, un peu notre dernière action de solidarité. On a été rendre visite aux camarades du CETU, le syndicat des employés, des travailleurs étudiants de l'UQAM, qui avaient décidé de faire une journée de piquetage dur lundi passé pour leur première journée de grève. Ils sont en grève générale illimitée pour leurs conditions de travail. Tu peux nous raconter un petit peu cet événement? Oui, absolument. Le CETU, c'est un syndicat de travailleurs, travailleuses, étudiants, étudiantes dans l'Université du Québec à Montréal. Pour la plupart, c'est par exemple des correcteurs, quoi d'autre? Des auxiliaires d'enseignement. Des auxiliaires d'enseignement, exactement. Personnes qui travaillent des laboratoires. Fait qu'il y a plusieurs personnes. C'est un regroupement de près de 2000 ou 3000 travailleurs, travailleuses, étudiants, étudiantes. Et ils se sont fait offrir une régression salariale par l'université. Là. Donc, c'est un peu inacceptable. Par les temps qui courent, on peut pas se permettre une régression salariale. Bref, tout augmente. Puis c'est un peu... comment dire? C'est enrageant. Il n'y a pas vraiment d'autres mots. Fait qu'on est allé en soutien avec eux, bloquer les accès à l'UQAM lundi, mardi. Puis ça s'est quand même bien déroulé. Nous, on était présents avec drapeau, bannière, et c'était bien. Oui, puis c'est quoi l'objectif d'après toi de bloquer l'UQAM comme ça? Ça peut être comme de bloquer une usine, comme de bloquer un lieu de travail. Il y a des travailleurs, travailleuses qui sont sans contrat de travail depuis 2 ans. Ceux qui sont syndiqués par le CETU, ça fait 2 ans qu'ils sont sans contrat de travail. Bref, la pression a assez monté. C'est le temps de démontrer un peu plus de sérieux. Puis je pense qu'en bloquant l'université comme ça, à la fin de la session, le poids de l'action fait son chemin. Là, puis c'est montrer aussi qu'on est indispensable, parce que les membres du CETU ont arrêté le travail, ils ne corrigent pas les examens, ça désorganise toute la machine UQAMienne de fin de session. Donc en fait, on a tous notre place, toute notre place. Oui, Colline? En fait, je pense que l'idée, c'est vraiment de la perturbation en tant que telle, en plus que de du coup faire parler de ces actions-là. Mais ça a tellement bien marché au niveau de perturbation le lundi. Moi, j'étais sur les lignes de piquetage le mardi et on a eu une injonction qui, du coup, nous empêchait de faire du piquetage dur comme le lundi, justement parce que ça avait trop perturbé et qu'ils ont même dû aller en cours pour nous empêcher de bloquer à nouveau. Donc, on était quand même là, mais c'était plus mou. On reste à l'affût de toutes ces initiatives, de toutes ces demandes des travailleuses et travailleurs de partout. On va devoir conclure. Je ne sais pas si vous aviez un mot de la fin, un petit mot de conclusion.
Félix? Ben, dans le même sens, moi, je dirais que le syndicalisme de solidarité, si je retire en fait les grandes lignes de cette discussion, c'est que c'est plus que juste de l'action en direct et de la perturbation. Le syndicalisme de solidarité, c'est la première étape d'un travail de société qui doit se faire à longue haleine. Et puis, ça prend des gens comme nous sur les lignes de piquetage, en première ligne. On est là pour supporter les gens de cette société de tous les avenues. Je veux dire, moi-même, je suis musicien de rue, j'ai pas accès à un syndicat. C'est ça le syndicalisme de solidarité, c'est un support qui se donne de tous les côtés aux travailleurs et travailleuses. Alors rapidement, un petit mot de chacune pour conclure. Moi, j'inviterais juste tout le monde à venir nous parler, à venir nous poser des questions, puis vraiment à pas hésiter. On a des réunions publiques, on a des événements publics où vous pouvez assister finalement et venir nous rencontrer, discuter avec nous. On n'est pas méchants ni méchantes, on mord pas, puis ça nous fera très plaisir de vous accueillir. On a un site internet aussi avec tous nos contacts, téléphone, email, etc. Adam? Oui, pour conclure, ce serait bien de se rappeler que le IWW est un syndicat international pour abolir le salariat, pour abolir l'esclavage salarial. Puis c'est important de plancher là-dessus, puis d'être ferme avec nos intentions et de s'organiser, d'orienter nos actions radicalement pour changer l'état des choses. Tranquillement, pas vite, mais on y arrive. Exactement. Félix? J'aimerais simplement tous et toutes vous inviter à garder l'œil ouvert pour nos actions de 2016. On a un forum qui s'en vient en février, d'ailleurs, qui va plancher sur la question du salaire minimum à 15 $ de l'heure. C'est une lutte qu'on entend mener, entreprendre aux côtés de plein d'autres groupes sociaux au sein de la société québécoise. Gardez l'œil ouvert. Merci beaucoup, c'était notre tour de table sur le syndicalisme de solidarité. Vous écoutez toujours l'émission Action en direct. On enregistre aujourd'hui en différé en studio, dans les studios de Radio Centre-Ville qui nous accueille généreusement. On va se quitter, pas tout de suite en fait, non, on a encore 2 chroniques qui s'en viennent. Mais avant ça, petite pause musicale. Il s'agit de Petit Papa Noël des Salles Majestés. Les hommes n'ont pas été sages, ça a été un vrai carnage. Crois-moi, une vraie boucherie, New York à Kaboul City. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands, sois sans pitié, surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, descends avec ton flingue. En bas y a plus que des dingues, mais n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment. Même si souvent leurs parents sont plus bêtes que méchants. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands, sois sans pitié, surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Petit Papa Noël, si tu vas à Bethléem, n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment. Mais prends ton gilet pare-balles, là-bas c'est la guerre totale. D'ailleurs c'est la guerre partout, on vit dans un monde de fous. Petit Papa Noël,
quand tu descendras du ciel. N'oublie pas les poubelles, car en bas c'est le bordel. Les hommes n'ont pas été sages, ça a été un vrai carnage. Vois-moi une vraie boucherie, New York à Kaboul City. Petit Papa Noël, petit Papa Noël, on fera mieux l'année prochaine. Petit Papa Noël. On vient donc d'entendre Petit Papa Noël du groupe punk français, du vieux groupe punk français Les Salles Majestés. Et on continue avec notre dernier segment. Il s'agit du segment culture et littérature. Alors on va commencer avec Jean-François qui nous propose une rétrospective politique de l'année 2015. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors pour ta chronique, tu nous proposes un tour d'horizon de l'année 2015 sur le plan des événements politiques. Quels sont les grands marqueurs, les grands événements pour penser 2015 ? Eh bien, d'abord, notre lutte est politique. Voilà en gros ce qu'il faudrait retenir de 2015. Une année chargée, s'il en est, mais je retiens surtout 3 grands événements. Les attentats en sol français, le référendum en Grèce et la montée des dynamiques de mondialisation. Au chapitre de la montée de la mondialisation et de la financiarisation de l'économie, 2015 nous aura en effet montré qu'aucune lutte n'est isolée. Se battre pour ses conditions de travail, c'est au final donc rejoindre une lutte qui est d'abord et avant tout politique. Janvier 2015, les attentats contre Charlie Hebdo viennent nous rappeler que les démocraties occidentales ne sont pas à l'abri des événements internationaux. Déambulant dans les rues de Paris, place de la République, nos dirigeants proclament haut et fort la liberté et la fraternité. Qu'en est-il de l'égalité ? Ce serait la grande oubliée, elle est laissée sur le trottoir. Ce serait la grande oubliée de cette marche que cette égalité. Les attentats du vendredi 13 novembre 2015 à Paris, toujours, seront cette fois le prétexte à la mise en place d'un état d'exception, criminalisant de facto la dissidence, les militants altermondialistes, les environnementalistes, les syndicats, les employés, les migrants et les groupes militants de la société civile, sur fond de changement climatique. La liberté, au fond, semble-t-il, ce serait surtout celle d'être d'accord avec le régime en place. Le groupe Littoral produisait d'ailleurs dernièrement un article sur les démocraties occidentales. La France, démocratie exceptionnelle, c'est bien sûr une référence à l'état d'exception. Dans cet article, donc, Littoral rappelle que ces démocraties sont en fait des colosses aux pieds d'argile. Nous ne sommes jamais qu'à une loi d'exception de la répression. Et si la liberté de presse et d'opinion est une valeur chère à nos dirigeants et utile en temps de paix, l'état d'exception vient nous rappeler que ces supposés acquis sont désormais fragiles. Notre liberté est souvent une prison en devenir. Nos paroles de contestation, autant de preuves à charge. Mais le pouvoir vise aussi à normaliser les discours, à créer du consensus. Mais précisément, et Littoral le rappelle avec beaucoup d'à-propos, il rappelle à ce chapitre les mots d'Agamben, l'état d'exception est en fait une règle bien établie, complètement inscrite dans toutes les constitutions démocratiques. L'état d'exception, donc, c'est cette loi qui laisse venir au jour la nature de l'ordre juridique. Sous la multiplicité des lois se cache toujours le spectre de la loi, une loi d'exception qui n'est pas négociable, elle fait brèche et s'impose, nous plaçant frontalement devant la nécessité de se conformer, de rentrer dans le rang, de faire front commun contre une menace réelle ou imaginaire. En second lieu, donc, le référendum grec, pour sa part, aura été aussi le lieu de bien des espoirs. Espoir de dissidence face à la finance internationale, face aux banques centrales, espoir d'un refus de la dette illégitime. Magiquement, le processus du référendum était censé permettre de redonner le pouvoir au peuple. Finalement, qu'est-ce qu'il nous reste ? Au bout de l'année, poudre aux yeux, mascarade, diversion, ou au final, pour gagner du temps. Face à la trahison de la gauche opportuniste, celle de Tsipras, il nous faut comprendre que les États n'existent désormais que comme parenthèse placée dans l'attente d'un nouveau hold-up des corporations. En Grèce, ce sont précisément les corporations qui se partagent les services publics, l'eau, les ports, l'électricité, les chaînes d'information publiques, les aéroports, les autoroutes. Les infrastructures en général sont bradées aux plus offrants, sorte de saisie par huissier, mais cette fois à l'échelle de l'Europe.
Aux portes du continent européen, de plus en plus insulaire, de plus en plus isolé, les migrants fuient la guerre alors que les multinationales, elles, capitalisent les ressources. Autant pour la Grèce, supposé berceau de la démocratie en Occident. En troisième point, Jean-François, on peut aussi parler de la montée de la mondialisation. Oui, et de ce point de vue, il y a quelques bonnes nouvelles. D'une part, avec la montée des solidarités, comme je l'avais déjà expliqué lors d'une émission précédente, en lien avec le livre de Leslie J. Wood, Crisis and Control. Si les répressions se font de plus en plus violentes, si elles sont de plus standardisées, les solidarités en retour émergent également. C'est peut-être le moment, enfin, de rappeler les mots du poète Hölderlin. Là où croît le péril, grandit aussi ce qui sauve. La montée des répressions politiques et des mesures d'austérité est aussi l'occasion de voir émerger, selon Wood, de nouveaux réseaux, de nouveaux tissus de solidarité, que ces réseaux soient réels ou virtuels. La photo du petit Aylan, dont le corps battu par les eaux est rejeté sur les berges de la Méditerranée, aura ainsi permis de prendre conscience de l'ampleur de la crise en Syrie. Les images vidéo en provenance des États-Unis montrant les violences policières, l'état d'urgence à Ferguson ou à Baltimore, de même que la sécheresse en Californie, auront permis, quant à elles, de mettre au jour l'actualité des luttes environnementales et des droits civiques. Les nouveaux réseaux internationaux sont au final l'occasion de tisser de nouvelles solidarités. Ils sont l'occasion de trouver, dans les luttes politiques, de nouvelles résonances, qu'elles soient affectives, politiques ou discursives. Merci beaucoup Jean-François pour ton analyse de l'année 2015 et pour ta lecture critique de notre monde. Je vous en prie. On va continuer avec la chronique culture et aujourd'hui je laisse la parole à Félix qui va nous parler du RIDM 2015. Donc aujourd'hui Félix, tu nous proposes un bref retour sur les rencontres internationales du documentaire de Montréal et par la suite tu nous feras un bref topo sur la réalité des musiciens de rue à Montréal. En effet, mais avant, je crois qu'il serait judicieux d'expliquer aux auditeurs le but des rencontres internationales du documentaire depuis leur fondation. Fondées en 1998, les rencontres internationales du documentaire, connues sous l'acronyme RIDM, visent à proposer au public et aux professionnels une sélection des meilleures œuvres documentaires de l'année à l'échelle nationale et internationale. Conçu dès le départ comme un festival de cinéastes, les RIDM misent également sur la forte présence des créateurs et un nombre imposant d'activités parallèles pour faire la promotion de la production locale et du cinéma documentaire. Chaque année, des leçons de cinéma, des tables rondes et des discussions thématiques sont ainsi offertes au grand public et aux professionnels. Cette année, le festival a lieu du 12 au 22 novembre. Maintenant que tu nous as expliqué brièvement le but de ce festival, peux-tu nous indiquer quels ont été les documentaires qui t'ont marqué durant cet événement ? Bien sûr, mais je tiens à préciser que je n'ai pas pu voir tous les documentaires présentés, faute de temps. Cela dit, parmi les documentaires que j'ai eu la chance de voir, 4 d'entre eux m'ont vraiment marqué. Le premier documentaire dont je vais vous parler a pour titre « À la poursuite de la paix ». Ce documentaire fut réalisé par Gary Bettel, un documentariste québécois. Ce documentaire tourne autour des conflits sanglants d'Afrique et du Moyen-Orient. Plus précisément, il aborde des gens qui vont sur les lieux de conflit pour servir soit de médiateurs ou de négociateurs, ou encore comme membres d'initiatives communautaires. Gary Bettel en a rencontré plusieurs qui partagent avec franchise leurs convictions et leurs désillusions, leurs méthodes et leurs visions, le tout pour former un film résolument tourné vers l'espoir. Un autre film qui m'a particulièrement marqué s'intitule « Elle pis son char » de Loïc Darce. À l'hiver 2003, Lucie décide d'écrire une lettre à l'homme qui a abusé d'elle dans sa jeunesse. Elle décide également de lui porter en main propre et filme l'entièreté de son périple. Une décennie plus tard, son fils, Loïc, retrouve les enregistrements de ce périple et décide de monter ce film qui devient à la fois un hommage au courage d'une femme qui sut se tenir debout, une déclaration d'amour à une mère et un cri de rage contre tous les salauds qui un jour ont cru pouvoir abuser de l'innocence d'autrui. Le troisième film dont je vous parlerai a pour titre « La jeunesse allemande ». C'est un film français réalisé par Jean-Gabriel Perriot. Et donc, dans l'Allemagne des années 1970, la fraction Armée Rouge, phare, devient progressivement une source de terreur nationale à la suite de plusieurs actions terroristes. Le réalisateur tente de retracer les origines de la phare. Entièrement composée d'images d'archives, Une jeunesse allemande propose une contre-histoire passionnante des mouvements sociopolitiques allemands des années 60 et 70, plus pertinente que jamais. Le dernier film que j'aborderai s'intitule « They Will Have to Kill Us First, Million Music in Exile » de Johanna Schwartz. Ce film nous présente les réalités de 3 musiciens maliens ainsi qu'un groupe de blues du désert,
tous affectés d'une façon ou d'une autre par la prise de possession du nord du Mali par les troupes djihadistes en 2012 qui ont, entre autres atrocités, interdit toute diffusion de musique sous peine de torture ou de mort. Alors qu'un grand concert se prépare à Tombouctou, tous racontent leur quotidien, leurs peurs et leurs espoirs dans ce documentaire choc. J'en conclus, Félix, que tu as grandement apprécié ton expérience de cette année. Oui, tout à fait. Je vous suggère tous fortement d'y aller, ne serait-ce qu'une fois, puisqu'il s'agit d'un événement aussi éducatif que divertissant. Peux-tu nous rappeler le titre de l'événement? Il s'agit des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Merci pour ce bref retour. C'était ta chronique culture. Tu nous proposes un deuxième segment tout de suite. En deuxième partie de ta chronique, tu vas nous présenter un bref topo sur les réalités financières parfois précaires des musiciens de rue à Montréal, musiciens de rue dont tu fais partie. Oui, mais en effet, pour bien comprendre la réalité financière souvent précaire des musiciens de rue, il faut comprendre qu'il s'agit soit d'immigrés n'ayant pas la possibilité de travailler légalement, d'itinérants qui cherchent simplement à se nourrir, ou encore de diverses personnes en situation d'incapacité à l'emploi, telles que les handicapés comme moi, par exemple. Qui plus est, une autre dure réalité de la musique de rue, c'est qu'il n'y a pas de syndicat en place pour défendre ce type de travail. Et donc, il n'y a aucun filet de sécurité qui existe pour les musiciens qui font du busking. On se retrouve donc à la merci du public. On dépend entièrement de leur générosité. Quelqu'un peut décider de nous donner 5 $, comme quelqu'un peut décider de nous donner seulement 5 sous. On n'a absolument aucun contrôle sur la quantité d'argent qu'on va empocher dans une journée. En plus, normalement, on est supposé acheter un permis annuel de 175 $ pour pouvoir le faire en toute légalité. Par contre, très peu d'artistes de rue possèdent ce permis. Il faut donc connaître nos endroits de prédilection. Le Vieux-Port, par exemple, est très surveillé, alors que le plateau Mont-Royal est beaucoup moins à cheval sur ce règlement. Sans doute, la musique de rue semble être un travail saisonnier, puisque je vois difficilement comment on pourrait le faire en hiver. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il existe des alternatives pour l'hiver, comme les bars ou encore le métro. Par contre, le bémol avec ces alternatives, c'est que pour les bars, par exemple, le marché est sursaturé à l'année. Et il est donc très difficile pour un musicien de rue de convaincre un gérant de lui donner une chance. En ce qui concerne le métro, là encore, une fois, c'est un marché très en demande. Pour se produire dans le métro, il faut absolument passer une audition. Par contre, il y a des centaines d'artistes qui prennent part à ces auditions. C'est donc très difficile d'obtenir un des endroits désignés. Et si par miracle tu l'obtiens, tu dois te libérer à l'heure et à la date qui te sont octroyées, sinon tu perds ta chance. En plus, dans le cas d'un handicapé comme moi, le métro n'est même pas une option puisqu'il n'est même pas accessible. Dans ton cas, par exemple, tu dis ne pas être en mesure d'avoir un emploi stable. Comment tu fais pour survivre en hiver? Moi, je me considère relativement chanceux puisque j'ai quand même accès à des bourses d'études à l'année qui me permettent de couvrir mon loyer et mes factures. L'argent que j'accumule durant l'été me sert donc à payer ma nourriture. Par contre, certains musiciens que j'ai rencontrés en faisant de la musique de rue sont obligés de passer l'été sans domicile fixe pour être en mesure de pouvoir se payer un logis durant l'hiver. C'est malheureusement une réalité de plus en plus présente chez les musiciens de rue à Montréal. Merci Félix de nous avoir parlé de la réalité que vivent les artistes de rue, réalité que tu vis également. Tu continues avec le calendrier, mais avant toute chose, une petite pause à l'harmonica. Ce fut un plaisir. Donc voici le calendrier. On vous rappelle que cette émission est enregistrée en différé, donc les dates indiquées dans le calendrier ne seront peut-être plus actuelles lors de la rediffusion. Donc on commence tout d'abord avec le jeudi 17 décembre, aujourd'hui même. Il y a une discussion sur la lutte à l'islamophobie à la maison Normand Béthune à 18h30. Le 18 décembre, par contre, il y a une manifestation de soir au parc Émilie-Gamelin à 20h. Le même soir, il y a le Montréal Raclette Party à la Tohu, là, au village de Noël. C'est 10 $ l'assiette à partir de 16h30 jusqu'à épuisement des stocks. Nice. Le dimanche 20 décembre, il y a une distribution de nourriture et de vêtements aux sans-abri en famille. Et le tout commence au 435 Catherine-Est. Le départ se fera à 16h. Vous êtes tous invités à y participer. Le vendredi 25 décembre, l'événement Un cadeau de Noël pour les personnes de la rue et leurs animaux, fait en collaboration avec Solidarité dans la rue et SOS Itinérance, a lieu à Montréal durant la nuit de Noël. Si vous voulez y participer, vous pouvez contacter les deux organismes et ils vous aideront à vous joindre à l'effort. Et du 17 décembre au 3 janvier, il y a un village de Noël de Montréal installé à la Tohu.
Alors, je n'ai pas d'événement précis, mais je rajouterai aussi qu'en général, le soir du 31 décembre, il y a des actions de solidarité avec les prisonniers, prisonnières. Je vous invite à rester à l'affût des différentes organisations de solidarité avec les incarcérés, mais très fréquemment, on organise des prises de parole sauvages, des tirs de pièces pyrotechniques pour tenter de montrer notre solidarité aux personnes embastillées. Est-ce que quelqu'une voudrait rajouter quelque chose par rapport au calendrier? Eh bien, si jamais il y a des événements que vous voyez arriver d'ici pendant notre pause du temps des fêtes, ne vous gênez pas à nous l'envoyer sur la page Facebook de l'émission et nous tenterons de mettre le calendrier en ligne sur la page de l'émission et de le maintenir à jour. Alors, vous avez écouté l'émission Action en direct enregistrée en studio, dans les studios de Radio Centre-Ville. Aujourd'hui, on est le jeudi 17 décembre. C'est la dernière de cette année. On se retrouve avec joie l'année prochaine, dès janvier. J'ai pas la date exacte, mais on communiquera ça. Comme d'habitude, vous pouvez nous joindre via notre page Facebook. On a aussi une adresse courriel, actionendirect@commercialgmail.com. Nous disposons aussi au syndicat industriel des travailleurs et travailleuses d'un site internet. Vous trouverez ça très facilement. Je ne pense pas dire de bêtises en disant qu'il s'agit de sittmontréal.wordpress.com. Bientôt, on aura un nouveau site avec un nom de domaine qui nous sera propre. Voilà, passez une belle fin d'année. Bonne année et solidarité. Nous déclarons notre droit à jouir des droits d'un être humain, à être respecté en tant qu'être humain dans cette société, sur cette terre, aujourd'hui même, toute chose que nous avons l'intention de faire exister, tous les moyens nécessaires.